Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Baratéo, l'épisode sur la série Les Revisions des Armées 2021. Pour ce nouvel épisode, nous allons parler des Free Folk. Ce soir, nous avons Titus. Salut les amis. Et Jamie. Salut à tous. Eh bien, on va attaquer tout de suite le sujet, comme d'habitude, par les cartes de commandement. Coordination tactique. Au début de n'importe quel tour, donc vous pouvez jouer cette carte lors d'un tour ami ou d'un tour ennemi, vous ciblez deux unités à vous qui sont à courte portée l'une de l'autre et jusqu'à la fin du tour, et ces deux unités sont considérées comme ayant les capacités l'une de l'autre. Donc c'est du copier-coller, c'est super efficace et vous pouvez déclencher immédiatement une capacité, enfin un ordre qui n'a pas été utilisé sur une des deux unités au profit de l'autre, un ordre qui commence par Start of the Turn, donc au début du tour, alors que c'est le même trigger que cette carte tactique. Donc je répète, vous avez deux unités qui sont sur le champ de bataille, elles sont à courte portée l'une de l'autre, et bien vous pouvez copier leurs capacités, et si une des deux capacités se déclenche par un ordre, et que le trigger de cet ordre c'est au début du tour, et bien vous pouvez quand même le jouer. Donc ce qui est quand même très fort, vous pouvez transformer des raiders en TEN, par exemple, en termes de capacité, pas en termes de caractéristiques, mais c'est vraiment fort. Et ça vous incite, et on le verra un petit peu dans toutes nos cartes, ça vous incite à avoir de la diversité dans les unités, et on le verra plus tard, de la diversité dans les attachements. Il y a plein de combinaisons à faire par rapport à ça. L'inconvénient, c'est que ça s'active au début du tour, donc l'adversaire n'a pas encore choisi son activation. Ça peut être un NCU ou unité combattante. Franchement, il y a des potentiels entre les capacités des trappeurs, des TEN. On va pouvoir faire des surprises. Ouais, c'est très fort, et puis c'est surtout le fait de doubler en fait un trigger Start of the Turn en fait. Parce que ça, c'est quelque chose qui est totalement d'habitude. Tu commences par l'adversaire ou toi puis ton adversaire, et puis fin la fenêtre se ferme. Là, quelque part, elle perdure en fait, donc c'est plutôt pas mal. Non, c'est une bonne carte. Et ce qu'on fera quand on va regarder les unités dans cette émission, eh bien, on fera attention à celles qui ont des ordres qui commencent par un Start of the Turn. Comme ça, on verra comment ces unités en question, on les verra plus tard, elles combattent avec cette carte. Les diversions tactiques. Alors avec cette carte, on va pouvoir réagir suite à une attaque de notre adversaire pour déjà anticiper l'approche d'une de nos unités pour éventuellement contrecharger ou faire autre chose. Mais voilà, ça nous permet une manœuvre supplémentaire en fin d'activation d'un tour ennemi. Donc ça nous prépare pour notre tour suivant. C'est pareil, c'est une carte qui va donner un mouvement qui sera certainement nécessaire pour nos unités qui sont moyennement rapides, mais surtout le fait qu'on n'a pas de cavalerie pour le moment. Ouais, et puis ça va te permettre surtout de, comme tu disais, préparer par un mouvement qui va devenir donc un mouvement avant ton mouvement d'activation. Tu étais en position de charger de face, tu peux avancer pour charger de flanc. Et comme ils sont pas très forts, mine de rien, c'est mieux pour toi de déborder. Donc je pense que ça donne de la mobilité à l'armée, qu'elle a besoin. Ouais. On peut remarquer d'ailleurs qu'il n'y a pas de deuxième partie à cette carte qui pourrait être boostée par les chevaux, par exemple. Si vous avez les chevaux, et bien en plus, cette carte de mobilité, elle vous offre encore plus de mobilité. On n'a pas ça. Et d'ailleurs, si on regarde bien toutes les cartes tactiques du peuple libre, des free folk, et ben on a rien qui est boosté quand il y a quoi que ce soit. À part une qui est déclenchée, on le verra après, sur la prise des chevaux. Mais sinon, il n'y a rien. Ce qui peut sous-entendre finalement une certaine liberté dans vos choix de placement sur le tableau stratégique, voire d'impasse sur le nombre de NCU, qui peut être vu franchement à la baisse sur vos listes, parce que vos cartes tactiques n'ont pas spécialement besoin d'interagir avec le plateau stratégique. Ce que tu soulignes est intéressant, ça veut dire que quelque part, tu joues avec le tableau politique pour ce qu'il est. C'est-à-dire une bourse, une pioche, une attaque. La couronne, le mouvement, tu en as déjà sur tes cartes en fait. Enfin, couronne, tu t'en moques, mais ça c'est logique. Overwhelming Assault. Ouais, donc c'est une carte, bien après qu'une ami réalise une attaque, juste avant de lancer les dés. Pour chaque unité ami engagé avec le défenseur, tu peux choisir un effet.
donc il y en a 3 possibles. Tu peux soit relancer toutes tes attaques, soit gagner Critical Blow, soit gagner Thundering. Donc bon, bah écoute, c'est du bonus. Quand on sait que nos unités ont tendance à engager à 2 contre 1, voire plus, de manière à compenser leur faible capacité d'attaque pour certaines, et puis surtout leur peu de nombre de dés, bah, ça peut être important, quoi. Avec une seule unité, on a déjà un bonus, donc c'est ça qui est bien par rapport à ce qu'on avait pu voir anciennement. Pas besoin d'être 2. Dès qu'il y a une seule unité, on a forcément ce bonus. Regroup and Reform. Alors, Regroup and Reform, c'est ma carte préférée en fait. C'est simple, elle consiste quand vous avez 2 unités qui sont à longue portée l'une de l'autre, bah, vous pouvez recompléter l'une en prélevant des unités sur l'autre, jusqu'à 4 figurines. C'est des unités d'infanterie, j'ai oublié de le dire. Et en plus, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que vous pouvez aussi permuter des attachements. Et ça, c'est franchement quelque chose de super fort. Là encore, ça vous incite à avoir des attachements diversifiés pour pouvoir finalement bénéficier de la capacité qu'apporte l'attachement d'une unité à l'autre. Donc, elle est un peu dans le même esprit que coordination tactique qu'on a vu tout à l'heure. Sauf que là, ça permet de ripoper et puis ça fait permuter des attachements. Moi, je trouve ça absolument fabuleux. Et si on n'a qu'un attachement dans une unité et pas dans l'autre, on peut déplacer cet attachement. Il n'y a pas besoin que les deux aient un attachement. Le déclencheur, c'est au début d'un tour allié, et c'est pas obligé que ce que l'on fasse sur l'unité que l'on va activer. Ça peut être 2 autres unités, voilà, il n'y a pas d'obligation, il faut juste que ces 2 unités soient à long range l'une de l'autre. Par rapport à ça, c'est vrai que ça s'est pas trop vu dans notre rapport de bataille que tu as fait, Jimmy, dernièrement avec les Free Folk. Mais c'est vrai que ça peut permettre de repasser un rang supplémentaire pour toujours contester un objectif ou le conserver. Il y a des petites astuces de jeu qui vont pouvoir être intéressantes, quoi. Alors, il y a un truc, Oui, le général aussi. Si le général est en difficulté dans une unité, s'il y a une autre unité à longue portée, c'est pas mal la longue portée. Tout à l'heure, on a vu que la carte coordination tactique, c'est de la courte portée. Là, on est sur de la longue portée. Donc une unité à longue portée qui est un peu plus solide ou qui est moins en danger, le général, il survit en passant d'une unité à l'autre. Ça, c'est quand même fort aussi. Alors, je vais parler sous ton contrôle, Jamie, mais il me semble que les Free Folk n'ont pas de NCU, d'attachement qui permet de tuer le général sur un 3+, là, avec la capacité. Pas encore. Non. Donc, ça veut dire Dueliste, que cette carte, ça veut dire que si tu vois arriver l'expert dualiste en face, tu joues cette carte et tu déplaces le général à long range et tu te sauves. Et ça, c'est pas mal. Tu vois, je la vois bien pour ça en fait, parce qu'elle a un premier effet assez basique qui est tu repopes, tu complètes des rangs, je suis d'accord avec vous. Et moi je pense qu'on a un deuxième, c'est contrer l'expert dualiste. Ouais. Oui, ça peut être une solution, oui. Surrounded and Exposed. Donc là en fait c'est une carte il va falloir être cette fois plus nombreux que l'adversaire, c'est à partir de 2 unités. Toute unité supérieure en plus de la première, à short range d'un ennemi ciblé, prendra un token condition. C'est la plus compliquée, pardon. C'est pas que c'est la plus compliquée à passer, mais bon, c'est vraiment quand on a commencé à lancer notre assaut. C'est une des rares où on va pouvoir mettre des tokens pour les Free Folk. Ouais, c'est pas une super forte, mais d'avoir une carte qui permet conditionnellement de mettre des tokens, c'est toujours bien, parce qu'on s'aperçoit que dans le jeu, le token devient très important. Comparativement à d'autres factions où on a des cartes qui mettent directement un token, certes, un token précisé, pas forcément choisi par nous, où les conditions pour le faire sont beaucoup plus simples. Mais c'est un peu plus compliqué, mais bon, elle existe, voilà. Compliqué, non, mais plus de contraintes. There's too many. Oh, bah celle-là, par contre, elle est assez simpliste en fait. Ils sont trop nombreux, donc quand un ennemi réalise un test de panique, avant de lancer les dés, pour chaque ennemi à short range, à concurrence de 3, il prend un malus de -1 au test et +1 à la blessure s'il échoue. Voilà, ils sont encerclés et puis bon, on met la pression avec la présence qui donne du -1 à la panique et puis on influe sur le dégât. C'est une des cartes qui, bien jouée, peut faire mal. Elle fait très très mal cette carte. Elle peut se combiner avec la précédente en mettant en condition paniquée en plus. The Endless Horde. Alors ça, c'est l'emblématique. La Horde sans fin. C'est une carte qui permet de remettre sur la table une unité qui n'a pas encore joué ou qui a été détruite. Alors l'unité qui n'a pas encore été jouée, c'est forcément des raiders, des pillards, sans attachement. Vous la mettez brute de fonderie et vous la déployez à longue portée d'un bord de table ami. Donc suivant les scénarios, ça peut être intéressant.
Donc, soit vous faites revenir une unité qui a précédemment été détruite, soit vous faites venir une unité de raider. Ce qui fait que si vous êtes optimiste, vous pouvez venir commencer la partie avec 2 unités de raider prêtes dans la mallette. On ne sait jamais, ça peut toujours venir. Alors pour le déclencher, cette carte, il faut quand même que votre NCU, donc ça veut dire qu'il faut que la case soit disponible, parce qu'il faut que votre NCU il aille sur les chevaux. Et vous remplacez l'effet de la zone. Donc vous passez de la manœuvre ou de la retraite qui est offerte par la case des chevaux et vous faites revenir votre unité à longue portée d'un bord de table à mine. On va voir aussi que ça vous prive de la capacité de Jarl qu'on verra plus loin, parce que, enfin, ça vous prive pas, mais il va falloir faire des choix. Jarl, c'est un personnage qui, on va le voir, qui se déclenche aussi sur les chevaux. Donc, entre la manœuvre, la retraite, faire repoper une unité ou déclencher une capacité offerte par un autre personnage, va falloir faire des choix. Alors je précise juste que on ne peut pas faire venir n'importe quelle unité détruite, c'est uniquement des unités d'infanterie et sans, Oui. et sans les attachements. Donc on ne peut pas faire revenir un géant, on ne peut pas faire revenir de mammouth. Oh mince. Après, qui voudrait les faire revenir? Je ne sais pas, on verra plus tard. Alors moi, cette carte, c'est comme s'ils n'ont pas de maisonnée, ça pourrait presque être la devise de la maison. La Horde sans fin. Tu vois, comme nous, on a House of Fury quand on joue Baratheon ou Winter is Coming chez les Stark. Je dirais presque cette carte, ça pourrait être leur emblème C'est de vrai. maisonnée. Donc voilà, on a fait le tour des 7 cartes du deck, quand même assez varié, puisqu'on a de la manœuvre, on a du bonus d'attaque, on a de la régénération de nouvelles unités, enfin d'anciennes unités mortes ou de nouvelles avec un Death Horde. C'est varié, il n'y a pas de carte qui soit ultime. Peut-être un Death Horde qui peut surprendre. Le roi derrière le mur, Mance Raider. Mance Raider est un attachement qui donne 5 plus de morale à l'unité dans laquelle il a pris place et qui en plus offre cette valeur de morale aux autres unités qui se trouvent à courte portée. Donc ça c'est assez fort parce que on le verra, mais le moral des sauvageons il n'est pas fabuleux. Et il a également un ordre que vous pouvez jouer qui est Counter Strategy, qui permet quand un ennemi à courte portée est la cible d'une carte tactique ou d'un ordre qui déclenche son propre ordre, et ben vous pouvez l'annuler sur du 3+. Ça ressemble un peu à la carte contre-complot que l'on voit dans certains decks. Mais là, ça s'applique sur une unité ennemie à courte portée qui est ciblée par une carte tactique ou par un ordre. C'est quand même super fort. La difficulté, la difficulté, va falloir bien faire attention à bien positionner son général pour justement avoir un rayon d'influence sur différentes unités ennemies, parce que le short range reste short. Voilà, mais de toute façon, on voit toutes les capacités. Pour contrer l'ennemi, c'est short range, et le rally point qui donne le moral à 5+, et aussi à short range. Donc, restez groupés, les amis. Ouais, mais la tête de ce général, c'est au milieu de la meute, hein, au centre de la meute, à distribuer son influence. Hein. Et ce général nous apporte 3 cartes. La première, Prédictive Manœuvre. Donc, qui se joue au début d'un tour ennemi. On cible une unité combattante ou non combattante ennemie. Et si cette unité réalise une action, n'importe laquelle, durant ce tour, eh ben, avant qu'elle ne réalise son action, une de vos unités de combat peut faire une attaque, ou une manœuvre, ou une retraite. Voilà, donc ça veut dire que c'est au tour de votre adversaire de jouer. Bah, vous pouvez jouer cette carte-là. Et là, s'il fait une action avec une de ses unités, eh ben, vous avez le droit de taper ou de faire une retraite ou de faire une manœuvre. Oui, et surtout qu'on peut attendre avant de jouer cette carte qu'il ait déjà activé d'autres unités et d'autres NCU et qu'il lui reste peu de choix et qu'il soit obligé d'activer une de ces unités. Après, il peut forfaiter son activation. Dans ce cas-là, la carte n'aura pas d'effet. Mais c'est pas grave, il aura annulé une de ses actions. Donc, c'est du contre-jeu. Hein, parce qu'en fait, quand tu obliges l'autre à réfléchir à l'action qu'il va mener, voir s'il va la prendre, c'est déjà pas mal. Et en plus, s'il la prend, toi, tu choisis l'action que tu veux faire. Encore une fois, quand il joue cette carte, à partir du moment où toi tu dis allez, tant pis, je prends le risque, tu sais même pas quel risque tu prends, parce qu'il y a 3 possibilités. Et là, on rentre dans des équations avec beaucoup d'inconnus, et du coup, ça amène de la diversité, ça amène de l'adaptation au jeu. Moi, j'aime bien. Allez, The Long Plane. Ah, j'aime bien ces nouvelles cartes avec 3 tiroirs, là, telle la commode de ma grand-mère, où chaque tiroir a sa surprise.
Alors, le premier trigger, c'est à la fin de n'importe quel tour. Si ton adversaire a contrôlé les enveloppes, tu peux chercher dans ton deck pour une carte, la défiler à ta main, et puis après tu remélanges le deck. Bon, si par hasard cet adversaire il n'avait pas les enveloppes, tu attends la fin du round et tu fais la même chose. Autant te dire que si la carte tu la veux, tu l'auras. Et puis enfin, à la fin de n'importe quel tour, si tu veux pas chercher, tu peux tirer au hasard. Mais dans tous les cas, c'est un très 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 bon moteur de pioche qui a plein de triggers particuliers. Et j'aime beaucoup cette contrepartie de si je prends la lettre, il pourra le faire à la fin du tour, alors que si je la prends pas, il pourra le faire qu'à la fin du round. Ouais, un petit moteur de pioche sympa, qui permet vraiment de prendre la carte dont on a besoin au bon moment, donc Wheeling Diplomacy. Donc là, cette fois, le déclencheur, c'est quand un NCU ennemi s'active. Et donc, si ce NCU va sur le plateau politique, on va choisir de faire, avant ou après la résolution de la zone, de mettre un token sur une unité ennemie. Et en plus, cette dernière subira des 3+1 wound. Donc là, c'est à partir du moment où il claim une zone. Donc tu sais sur quelle zone il va. Donc en effet, l'effet avant, ça va être dans des cas particuliers où on veut achever une unité avant qu'il régénère des points de vie s'il occupe la case richesse. Mais sinon, il est préférable, à mon sens, de le jouer après au cas où, surtout si sur la case richesse, on est incapable d'achever l'unité. Après, toutes les autres cases, on peut le jouer avant ou après, c'est pareil. S'il va sur les épées, il faut le jouer avant. S'il va sur la bourse, il faut le jouer après. C'est ça? Ouais, ou avant s'il lui reste que 2 points de vie par exemple, et que tu peux potentiellement l'achever avant qu'il la soigne. Après, elle est contrable parce que l'adversaire n'est pas obligé de claimer une zone, donc il n'y aura pas d'effet. Donc, tant mieux s'il ne claime pas une zone, ça fait la C'est zone. du contre-jeu. Il a 2 cartes tactiques de contre et une capacité de contre, Insider. Donc c'est vraiment un homme politique sur le champ de bataille. Il me plaît bien ce monsieur. Ce que j'ai relevé sur ce gars quand même, c'est qu'avec 3 cartes tactiques, il arrive quand même à l'exploit d'aligner 5 triggers, quoi. Alors là, on va passer à un autre général, Rattleshirt. Clinquefrac. Moi, je peux te parler de son coup, je crois qu'il est gratuit. Et je crois que Titus, si tu te décales, on devrait voir derrière toi le personnage de Clinquefrac, voilà. Rattleshirt, juste derrière, ouais. C'est un général qui possède un ordre, qui est collection de trophées, là, Trophy Collecting. Après qu'une unité amie a fait une attaque, si elle a détruit un rang, eh bien à ce moment-là, ça déclenche la capacité d'aller chercher dans son deck ou dans sa défausse une carte tactique qui est une des 3 cartes que nous allons voir tout de suite, une carte de Clinquefrac. Et de la jouer. Et de la jouer, ouais. Et de la jouer. Et ça c'est super fort. Et après, pourquoi? Parce qu'on va voir que les 3 déclencheurs des cartes tactiques de Clinquefrac, c'est quand vous avez détruit un rang. Donc en fait, cet ordre permet de jouer instantanément une carte de Clinquefrac, en fait. C'est ça le principe. Et en plus, sa deuxième capacité, c'est une présence intimidante, à savoir que tous les ennemis qui sont engagés avec cette unité, l'unité dans laquelle il a pris place, elles souffrent de -1 à leur test de morale et plus une blessure à chaque fois qu'elles loupent un test de panique. Il ira très bien avec des unités qui ont par exemple visage horrifique. On verra lesquelles ont visage horrifique. Une très bonne compétence. Donc ces cartes tactiques sont Armor Trophy. Alors Armor Trophy, après donc comme disait Jamie, que l'unité amie ait effectué une attaque, si elle a détruit un rang ennemi, donc on rentre dans l'ordre que tu nous décrivais, alors on peut attacher cette carte à une cavalerie ou une infanterie. Alors on se souviendra qu'il parle de cavalerie ici, donc peut-être que ça veut dire quelque chose pour plus tard, à short range. Et tant qu'elle est attachée, le défenseur a +1 à ses dés de défense en fait. Ça permet de te mettre un +1 tant qu'elle est attachée. Alors je suis en train de regarder, a priori, il n'y a pas écrit jusqu'à quand. Non, elle reste à vie. Parce que je compare avec les cartes de la Watch où c'est précisé jusqu'à la fin du jeu, jusqu'à la fin du... Voilà, donc là c'est un reste. Bon, ok.
Très très bonne carte. Alors c'est vrai qu'on espère de la cavalerie J'ai rapidement. entendu parler de chariot, je sais pas quoi. C'est rare comme capacité de rajouter plusieurs en défense, hein, quelle que soit la faction. C'est assez rare. Et de le garder. Et de le garder, oui. Parce que c'est assez conjoncturel de tomber dessus sur un effet. Mais d'habitude, ça se termine après le combat, ça se termine si tu loupes un test de morale. Enfin, mais là, tu le gardes, quoi. C'est vrai que la moyenne globale des sauvegardes chez le peuple libre est assez faible. Non. S'ils avaient été à l'école, il y aurait écrit « il peut mieux faire hein. ». Bloody Trophies. Eh ben, c'est le même déclencheur, Bloody Trophies, hein, toujours. Si vous détruisez un rang chez votre adversaire, eh ben, à ce moment-là, la carte se déclenche. Alors là, cette carte, vous pouvez l'attacher à une unité d'infanterie ou de cavalerie, quand elle viendra, qui est à courte portée de l'unité attaquante, et tous les ennemis qui seront engagés avec cette unité deviennent paniqués. Et quand, en plus, un ennemi va faire une attaque alors qu'il est engagé contre cette unité, donc c'est pas une charge, hein, il est déjà engagé et il vous attaque, et ben, avant de résoudre cette action d'attaque, l'ennemi devient paniqué. Ça combotte pas mal avec les unités qui ont le visage horrifique. Alors l'action peut être aussi une action de retraite, hein. Si l'ennemi veut faire une retraite, eh ben, il sera paniqué. Et la dernière, Weapon Trophies. Toujours le même déclencheur. Hein. On attache encore cette carte à une unité d'infanterie ou de cavalerie, j'insiste, ou de cavalerie. Hein. La short range de l'attaquant, c'est toujours la même chose. Et bien, quand elle est attachée, les attaques de mêlée gagnent +1 pour toucher. Donc là, on peut rapidement se retrouver avec une unité qui gagne +1 en armure, +1 pour toucher. Oui. Non, franchement, c'est encore plus violent parce que on a des unités avec une valeur d'attaque assez importante, donc un +1 sur ça, ça va être violent. Et encore une fois, c'est pas forcément l'unité qui a fait la destruction du rang qui va gagner ça, c'est une unité qui a short range de celle-ci. Ça peut être C'est marrant parce que on parle des fois des généraux en disant celui-ci il a un caractère plutôt défensif, celui-ci il a plutôt un caractère offensif. Lui, il a un caractère inspirant en fait. On ne sait pas trop le situer s'il est défense ou attaque, tu vois, mais il est inspirant. À chaque fois qu'il fait quelque chose, il inspire quelque chose. Donc c'est pas mal. Mais en fait, sur ces trois cartes donc, qui ont le même trigger, le même déclencheur, donc on n'enchaînera pas ces cartes à lui sur une même activation. Mais c'est vrai, en effet, il fait bonus de la défense, bonus d'attaque ou ou malus pour le moral pour l'adversaire. Ouais, c'est ça. Donc il y a une certaine flexibilité dans ce qu'il Ouais. propose. Après, il faut quand même réussir à éliminer un rang. Oui. Le déclencheur est plus compliqué et détruire un rang est uniquement via une attaque de mêlée. Hein. C'est pas un test de panique sur la couronne, c'est pas une attaque à distance, ou c'est pas un piège, ou c'est pas. Voilà. Donc On va continuer avec sa version attachement à 2 points, qu'une première capacité en ordre qui est Spread Fear, donc qu'on peut voir dans d'autres attachements, qui permet, lorsque une unité engagée contre nous rate un test de panique, de cibler un autre ennemi à long range et de lui faire un test de panique avec un malus de -1 par rang sur cette unité. Et en plus, s'il rate ce test de panique, il aura un wound de plus. Alors c'est cumulable pour son effet intimidating présence permettra de déclencher plus facilement son ordre, puisqu'il rattrape plus facilement son test de panique. Le wound de plus supplémentaire sur le test de panique est très intéressant. Alors, je trouve bon en général, je trouve moins bon en attachement. C'est un peu cher. C'est autre chose. Après, son coût de 2 est élevé, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Si tu veux, ce qu'il offre pour 2 points. Après, c'est vrai que le Spread Fear est très intéressant combiné avec There's Too Many. Et là, on peut commencer à faire du wound automatique, pas mal, enfin pas automatique, mais assez important. Allez, on continue avec un autre général, Arma, en tant que commandeur. Arma. Alors, Arma la truffe qui commande l'avant-garde de Mance Rider. Donc, quand elle est générale, notez que dans les livres, elle est accompagnée par une énorme cavalerie. Ça va vraiment venir, la cavalerie, j'en suis sûr. Mais donc, là, en l'occurrence, Arma, elle est à pied, elle va dans une unité d'infanterie, c'est un attachement, et elle a superior flanking. C'est son truc à Arma de prendre de flanc ou de dos. Donc là, en l'occurrence, c'est un ordre. Quand une unité amie à longue portée réalise une attaque, avant de jeter les dés d'attaque, eh bien, si elle attaque un défenseur de flanc ou de dos, eh bien, ce même défenseur devient paniqué et vulnérable. Et en plus, elle offre +1 au mouvement à l'unité dans laquelle elle a pris place et un pivot avant la marche.
la Ça, c'est marche. super fort. On a tous vécu cette situation, on voudrait bien aller aider nos copains, mais on n'est pas orienté dans le bon sens, quoi. Après, son ordre, alors c'est un Warcry plus compliqué, on va dire. Il est pas facile à caser. On ne jouera pas tous les tours. Non. Alors, il n'est pas facile à caser, mais si tu regardes bien, on a plein de cartes dans le deck qui permettent de nous mettre en position d'utiliser cet ordre. Puisque tu peux Oui. faire des manœuvres gratuites. Et du coup, et c'est là, je pense, la complexité du jeu Free Folk, c'est plein de conditions qui enchaînent des choses très fortes, mais il faut avoir une lecture assez fine pour pouvoir le prévoir. Oui, 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 mais bien sûr. Mais je le compare vraiment à l'ordre Oui, Warcry, bien sûr, bien sûr. qui lui peut se déclencher tous les tours, quoi qu'il arrive, sans te poser de questions, quoi. On va attaquer ces 3 cartes tactiques. Fighting Maneuver. Bon, déjà, les 3 cartes tactiques d'Arma, c'est des cartes de mobilité. Hein. Ouais, on les retrouve Alors, Hit and Run et Swift Reposition, ça sent le Stark à plein nez. ouais, mais c'est du mouvement, c'est du jeu Voilà. de mouvement. Ça sent le Stark, ça peut sentir aussi un peu le Targaryen. Enfin bref, Arma, c'est du mouvement. Donc Fainting Maneuver, quand une unité amie réussit une charge, à ce moment-là, vous pouvez jouer cette carte. Elle dit quoi? Elle dit que si vous rentrez en contact de front, eh bien, à la place de vous aligner de front tel que c'est prévu dans les règles, eh bien, vous pouvez vous aligner sur le flanc de l'ennemi que vous venez de charger. Et si vous venez de charger de flanc, eh bien, à la place, vous pouvez positionner le socle comme si vous aviez chargé de dos. Donc ça, c'est quand même super fort. Hein. Ouais, c'est fort parce que c'est compliqué de charger de flanc et de dos. Et là, en fait, tu n'as même pas à t'aligner, tu viens de positionner et tu y glisses tout seul. Oui, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut avoir fait notre charge quand même de face pour pouvoir se mettre de côté, à savoir est-ce qu'on peut avoir est-ce qu'il faut avoir la place de se mettre ou pas, ou est-ce qu'on se déplace directement. À la lecture des règles, pour être éligible à déclarer une action de charge, il faut avoir minimum la possibilité de se mettre à 50% d'ennemis. Il faut pouvoir poser le socle qui s'aligne à 50 et ensuite intervient la capacité qui permet, enfin la carte qui permet donc de déplacer sur un flanc ou sur une arrière en fonction de quelle charge tu as fait. Mais il faut pouvoir se poser, ouais. Et heureusement que c'est comme ça, parce que si jamais cette carte est contrée par un contre-complot, eh ben, au moins on ne se pose pas la question de « Ah bah mince, j'ai déclaré une charge qui finalement, il n'y a pas la place. » quoi. Allez, on continue avec Hit and Run. Ouais, la carte harcèlement, hein, hit and run, harcèlement en français. Quand une unité est engagée, et ben, si on joue cette carte, elle peut, avant de jouer, faire une retraite. Ce qui est plutôt pas mal, parce que par définition, et en plus, si c'est l'unité d'Arma qui fait la retraite, l'unité avec laquelle elle est engagée devient affaiblie. Et puis, par la définition, ça permet de recharger si on veut. Swift Reposition. Au début de n'importe quel tour, une unité amie peut faire un shift de 2 pas ou une manœuvre de 3 pas si c'est Ouais. l'unité d'Arma. Ouais. Alors, la différence entre deux est pas mal quand même, parce que la manœuvre nous C'est permet le pivot. plus de possibilités que le shift. Tu sens qu'il y a une charge qui arrive, tu recules de 3, ou tu shifts de 2. Tu sens que c'est ton tour et que tu as besoin, que tu es un peu court sur ta charge, et ben c'est pareil, hein, tu t'aides en avançant, en te mettant en place plus tôt, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Donc trois cartes d'Arma qui, en plus de sa capacité de donner plus 1 en vitesse à l'unité auquel elle est rattachée, on a 3 cartes qui donnent encore de la manœuvrabilité dans différentes phases, au niveau de la phase de charge, au niveau d'un repli ou n'importe quel moment, un petit shift ou manœuvre de 3. Donc c'est marrant parce que tu vois, par rapport à Rattleskirt qu'on avait avant ou Mance Rider, bah, c'est encore un général qui apporte vraiment quelque chose de totalement différent, donc c'est plutôt pas mal ça. Et donc Arma existe aussi en attachement, Pour la modique somme de 2 points. donc cette Elle a un fois ordre hein, qu'on connaît bien, nous, chez les Baratheons, Sentinelles. C'est un ordre qu'on a l'habitude. Donc, quand une autre unité a été attaquée à long range, bah, cette unité peut faire une manœuvre ou une charge. Si elle charge, ça doit être sur l'unité qui a attaqué, qui a attaqué, en fait, qui a déclenché ça. Je pense qu'elles, tu vois, ils ont récupéré le même trigger qu'on peut trouver ou le même ordre que chez les Baratheons. Mais je pense que derrière, l'idée, c'est d'utiliser la mobilité plus que la charge. Je pense que chez elles, c'est ce qui est plus dans son ADN, on va dire. oui, et puis encore la capacité un unset mobility. Ouais, plus d'armement. Enfin, le pivot avant marche, ça compense vraiment l'absence de cavalerie à aujourd'hui. Ça permet vraiment de changer de plan et de stratégie sur la table de jeu. Son banneret du porte-bannière d'Arma, qui n'est autre que son frère avec une pique avec des têtes de chien empilées.
Donc, c'est le vassal d'Arma. Ça, c'est une capacité qu'il a et qu'on ne pourra jamais lui enlever. Elle est frappée d'un logo au cœur. En fait, l'unité dans laquelle il a pris place, déjà, il vaut 1 point. Et l'unité dans laquelle il a pris place, elle est considérée comme l'unité d'Arma pour tout ce qui est carte tactique que nous venons de voir. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ça fait finalement 2 unités qui vont avoir les mêmes capacités, dont celle de faire la manœuvre de 3 pas. De mettre l'affaibli. Donc ça, il a la capacité regroupe. Donc une fois qu'il a fait une retraite, cette unité, elle récupère 2 points de vie, 2 blessures, plus une blessure pour chaque rang détruit. L'avantage aussi de cet attachement, c'est qu'il permet de ne pas respecter la limitation d'attachement. Et ça, combiné à la carte tactique qui permet de faire switcher les attachements d'unité à unité, c'est quand même pas mal aussi. The Whipper. Le boucher horrifique, The Whipper. Alors, qu'est-ce qu'il a? Stark of Anyturn, cette unité subit une blessure. Et je cible tous les ennemis à short range et ils deviennent paniqués. Donc, c'est bon pour vous à short range, je distribue du paniqué. La petite bombe de panique qui explose, on l'a vu avec le neutre, avec Schling. Puis la deuxième chose, c'est Weekend Resolve. Chaque fois qu'un ennemi engagé avec cette unité échoue un test de panique, si la bombe n'a pas explosé, elle devient affaiblie. Donc bon, c'est pas mal. C'est un général qui, de base, il peut distribuer quelques petits tokens. Alors, ces 3 cartes tactiques vont être Cruelle Méthode. Ah, Cruelle Méthode. Alors là, je veux bien en parler parce que moi qui ai fait un rapport de bataille neutre, je vois bien de quoi on parle. Ramsay, il a cette carte-là. Donc là, c'est une carte qui te demande, quand tu la joues au début de n'importe quel tour, tu cibles l'unité ennemie combat. Tu peux dépenser un pion paniqué. Si tu le fais, tu as une infanterie amie à longue range qui restaure 2 wounds. 7 ennemis devient vulnérable ou 7 ennemis devient affaibli. Ouais, ça permet surtout de restaurer jusqu'à 4 wounds, donc ce qui est énorme. Ou alors de distribuer 2 tokens différents ou un mix. Alors, on ne peut pas l'enclencher en suivant de l'ordre de The Whipper, puisque c'est le même trigger. Mais bon, si on a fait Grizzly Example le tour précédent, et donc on a paniqué différentes unités, on va pouvoir convertir le token paniqué en le démultipliant en vulnérable et weakened. Je préfère l'option restore des points de vie. Disons que chez les Free Folk, restaurer des points de vie, c'est quelque chose d'un peu vital dans le style où ils ont quand même tendance à avoir une armure assez faible, un test de morale assez faible quand ils ne sont pas sous l'influence de généraux qui leur apportent des bonus. Et donc restaurer, je pense que ça doit être quand même quelque chose d'important. Alors Jamie, tu pourras me confirmer, m'affirmer ce que je dis, mais je pense que la chasse au PV chez vous, ça doit être quelque chose d'important. Ouais. Allez, on passe à Price of Failure. Quand une unité amie fait une attaque, avant de jeter ses dés d'attaque, considérez que tous les dés ont réussi, mais pour chaque résultat de dés qui aurait dû échouer, votre unité qui attaque perd une blessure. Donc il faut être un peu sûr de son coup là, pour jouer ça. Mais ça vous permet de finir une unité, ça vous permet d'être beaucoup plus violent que vous ne l'auriez été si vous aviez laissé le hasard faire. Ouais, quand on prend des raiders qui touchent à 4+, qui lancent 6 dés, ça peut valoir le coup parce que du coup ça fera forcément 6 touches. Et à l'inverse, toi tu vas prendre quasiment une touche sur 2, 3 wounds. Alors que tu n'es peut-être pas sûr d'en afficher autant si tu te lances normalement. C'est compliqué comme choix faut avoir fait quelques calculs avant de se lancer dans l'opération, je pense. Ouais, ça dépend de l'armure qui est en face, ça dépend de plein de choses. Je pense que c'est rentable pour le principe où tu touches qu'une fois sur 2 avec le Free Folk en fait. C'est souvent un 4+. Donc une fois sur 2, là tu touches tout, tu es sûr de tout toucher et tu vas prendre en gros une fois sur 2 des blessures en fait. Sur une unité normale, tu touches à 4, t'en passes 3, l'autre il save à 4, il en sauve une voire 2. Pour le coup, si t'en passes 6, il va en prendre 3 quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis du coup, il a sa carte Cruelle Méthode qui permet de restaurer. En fait, il combine un petit peu avec celle-là. Et la dernière carte tactique, Remorseless Examples, elle va générer un terrain avec des mots-clés spécifiques. Donc déjà, le déclencheur, c'est après qu'une unité amie ait complété une attaque de mêlée. Et donc, si on a réussi à détruire un rang à cet ennemi, on va cibler un autre ennemi à long range
de cet ennemi. Cet ennemi va devenir paniqué. Ouais. Et si par contre on avait détruit l'ennemi, en plus on va placer un tas de cadavres avec les mots-clés in the ring et Grim Remembers, qui va n'affecter uniquement que les ennemis, sur le fait qu'ils vont avoir -1 à tout test de morale et subir un wound de plus au test de panique lorsqu'ils seront à short range. Le terrain, il doit être développé, il doit être déplacé à short range, complètement dans les courtes portées, fully, à short range, de l'unité détruite. Fully, c'est-à-dire tout, il n'y a aucune partie qui en sort de cette distance. Et nous avons une carte attachement de The Reaper, le tyran cruel à 2 points. Donc toujours avec le même ordre que le général, Great Example, qui permet de faire un paniqué à short range à toutes les unités si on souffre de 1 des dégâts. Et ces attaques de mêlée auront l'habilité vicieux. Je pense qu'on trouvera mieux en attachement payant, sauf si on veut vraiment jouer sur le paniqué, qu'on a besoin d'un distributeur de paniqué. Mais voilà, je pense pas que ce soit l'attachement qui sera choisi en priorité. Un avant-dernier général pour notre peuple libre, qui n'est rien d'autre que Styr. Styr, le Magnard des Ten. Ouais. Il a un ordre qui est la suprématie Ten. Une fois qu'un ennemi a effectué une attaque sur l'unité de Styr, eh ben vous ciblez cet attaquant. Il souffre d'un panique, enfin, il va réaliser un test de panique avec -1 à son jet de dés et plus une perte si jamais il loupe ce test de panique par rang détruit. Hein. C'est plus une perte par rang détruit. Et c'est le -1 aussi par rang détruit. Ouais. Il a aussi en capacité permanente Iron Resolve, qui est que cette unité gagne +1 à ses tests de panique et souffre de -1 blessure lorsqu'elle loupe des tests de panique. Les suprématies, alors bon, c'est les mêmes, hein, qu'elles soient Lannister ou Ten, etc. Ou, voilà. Je les trouve très 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 puissantes. Puis en plus, à l'inverse, le fait de l'attacher, Styr, ça fiabilise les tests de panique de l'unité. Donc bon, faisons-lui confiance. Et du coup, on va attaquer ces 3 cartes tactiques avec Final Strike. Donc après qu'un ennemi ait complété son attaque, pour chaque dégât qu'on aura subi à cause de cette attaque, l'ennemi en retour souffrira une touche. Et en plus, si cet ennemi est à long range de l'unité de Styr, il aura un malus de -1 à son jet de défense. Styr Vengeance. Au début d'un tour, vous ciblez une unité combattante amie et vous attachez cette carte à cette unité jusqu'à la fin de la partie. Ça compte pas comme une influence ou rien, hein, mais vous l'attachez. Quand une unité amie, n'importe laquelle, mais une autre, est détruite, à ce moment-là, vous mettez un pion ordre sur cette carte, et c'est là où va intervenir la vengeance, puisque tant qu'il y a un pion ordre sur cette carte, l'unité à laquelle elle est attachée obtient comme capacité le fait que lorsqu'elle attaque, avant de jeter ses dés, le défenseur devient vulnérable. Ah ouais, vulnérable, c'est quand même très fort, hein. C'est quasiment meilleur qu'une relance en fait. Hein. Ça dépend des unités, mais oui, sur la plupart des factions, à part si vous affrontez du free folk ou le vulnérable, sur du 5+ ou du 6+, ça change pas grand-chose, mais sinon sur les autres, oui, c'est sûr, c'est pas mal. Hein. Puis c'est vrai qu'on a une faction, il y a d'autres factions qui ont des triggers, enfin qui ont des déclencheurs comme ça de cartes qui se bonifient suite à la destruction d'unités amies. Et c'est vrai que chez le free folk, on a l'avantage de pouvoir perdre de petites unités et avec la carte tactique Endless Horde de les faire revenir. On est moins frileux à perdre des unités en free folk, même si c'est toujours pénible, ça fait un peu de peine, mais bon. T'as une défiance pour terminer? Oui, bah, quand une unité amie passe un test de panique, après avoir lancé les dés, elle peut le relancer ce test avec cette carte. Et si elle a short range de Styr, elle le passe automatiquement. Le deuxième petit paragraphe, c'est que si ça cible l'unité de Styr, un ennemi qui est engagé avec cette unité subit un wound plus un wound pour chaque rang de l'unité qui est détruite. La carte, la première partie de la carte est simple certes, mais bon, la condition pour le passer automatique, il faut être à short range de Styr. Il y en a d'autres généraux, c'est un peu le même principe, vous savez parfois être à long range, mais c'est surtout la deuxième partie qui fait que si c'est l'unité de Styr,
Ça fait mal en face, quoi. C'est des wounds directs. Si on est engagé, ça fait mal, ouais. C'est cette partie-là qui est la plus intéressante et la plus agressive. Bon, on n'avait pas de général agressif, en voilà un. Ouais, On pardon. sent bien que le tricot, c'est pas son truc. Non, mais voilà, moi je pense que là, on a le bon général agressif que jusqu'à présent, on n'avait pas dans ce qu'on a décortiqué. En voilà un. Et bien justement, on va attaquer avec le dernier général, qui n'est rien d'autre que Tormund. Ah, l'amoureux transit de Brienne. Ah bah, lui aussi, il va être orienté close. Ouais, premier ordre qu'on voit, on voit Overrun. On a compris que c'est pas un gars là qui est pas un gars pour discuter. Donc il a un ordre, ouais, Overrun sur son profil de général. Donc au lieu de faire une Search Force, une percée, hein, il peut performer, peut réaliser une action de charge. Et en plus, il a le petit symbole de Furious Charge. Quand il charge, s'il charge avec succès, ben, l'ennemi devient vulnérable. Allez, on va justement parler de ces cartes tactiques. Donc, Counter Assault. Après qu'un ennemi ait réalisé une attaque de mêlée, on cible une unité amie, autre que le défenseur, et elle peut soit réaliser une attaque, soit faire une charge contre l'attaquant. Si c'est l'unité de Tormund qui est ciblée, elle peut relancer ses dés d'attaque et sa distance de charge pour cette action. Donc on sent le gars en colère et puis super décidé, quoi. C'est une très très bonne carte pour lancer un assaut avec Tourmente, même à travers un tas de cadavres, puisqu'on aura quand même droit à notre relance des attaques grâce à sa carte. Et puis encore une fois, si tu n'as pas déclenché son ordre, que tu joues ça, t'imagines, tu peux, si tu es performant, alors il va réussir son truc, il relance, il te passe vulnérable, suffit qu'il te tue, il a une Search Force, enfin ça commence à faire quoi. Autre carte tactique, Devastating Impact. Alors l'impact dévastateur, quand une unité amie va pour faire une charge, avant de jeter le dé de distance de charge, vous jouez la carte. Et à ce moment-là, les ennemis qui seront chargés par cette unité vont devenir paniqués et vulnérables. Et si l'unité qui charge, c'est l'unité de Tormund, en plus vous pouvez relancer votre dé de distance de charge. Encore un truc dans la finesse. Et justement, on va terminer avec Rush of Aggressions. Quand une unité amie fait une charge, avant de jeter le dé de distance de charge, vous considérez que vous avez fait forcément 6, pas besoin de le jeter ce dé. Et en plus, vous avez frappe critique. Alors le prix à payer de ces deux bonus, là, le 6 au dé et la frappe critique, c'est que votre unité deviendra vulnérable. Sauf si c'est l'unité de Tormund qui est ciblée par cette carte. À ce moment-là, elle ne sera pas vulnérable. Donc là encore, un truc dans la finesse qui bourrine bien, et surtout si c'est l'unité de Tormund. 3 cartes orientées combat, mais pas de souci. Counter Assault qui permet d'avoir une action supplémentaire d'attaque ou de charge, et les autres qui fiabilisent, et toutes qui fiabilisent les charges, quoi qu'il en soit, quoi. Des choses, ça combine extrêmement bien toutes ces cartes avec ce qu'il a en ordre de base et en capacité sur sa carte de général. Hein. Avec la carte Regroup et Reform, là, la carte basique, eh ben, vous pouvez charger, mettre des bonus en veux-tu en voilà avec Tormund. Et puis, au début du tour d'après, si votre unité elle a été amochée, pof, vous téléportez votre général à long range dans une autre unité qui elle-même va pouvoir charger à son tour en bénéficiant des cartes. Enfin bref, vous pouvez faire bénéficier plusieurs unités de l'agressivité de Tormund grâce à cette carte Regroup and Reform qui est vraiment fabuleuse. Qui est une carte générique du deck Free Folk. Et on va le retrouver aussi, comme d'autres généraux, en attachement. Et lui aussi à 2 points. Alors cette fois, il est plus sage. Hein. On le sent moins énervé. Il crie fort, donc il vous rend vulnérable et paniqué avec son cri de guerre. Et puis il donne un moral à +2 à son unité. Donc c'est marrant parce que voilà un général qui a un caractère très offensif en termes de général. Et en attachement, presque, on pourrait dire qu'avec son moral à +2, il passerait défensif. Alors, tu mets une unité qui a courte portée de Mance, plus lui qui donne +2. Avant de les sortir de l'objectif au moral, ça va être compliqué. Hein. On va tourner un moral à 3, 4. Mais voilà, on a fait le tour des généraux. Donc on va continuer avec les unités. La première unité étant les Free Folk Raiders, unité qui coûte 4 points, qui a la règle adaptive qui permet de réduire le coût de 1 des attachements sur cette unité. Donc une unité mobile avec une vitesse de 5, fragile. Et la vitesse égale à l'armure. Ouais. Et standard au niveau attaque, 6, 5, 4 sur du 4+.
Moral à 7. Un gros malus pour eux parce qu'ils sont désorganisés, donc ils vont subir un wound de plus lorsqu'ils rateront le test de panique. Ouais. Donc ça peut commencer à faire mal, surtout contre d'autres factions qui jouent sur le moral et l'augmentation des pertes lors des tests de panique ratés. Mais par contre, ils ont la règle insignifiant qui permet de ne pas compter le point de victoire suite à sa destruction. Ouais, bon, l'entrée de base chez les free folk, la plèbe. Non, oui, bah, c'est unité, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est qu'éventuellement la règle insignifiant peut être intéressante pour contrer dans certains scénarios. On enchaîne direct avec les free folk trappers. 4 points aussi. Trapper. C'est le même coup. Ouais. Un mouvement amélioré, bouge à 6. Une capacité de tir à short range où il touche à 4+, donc 6, 5, 4. Au corps à corps, il touche à 5+, 5, 4, 3, donc c'est pas exceptionnel. Une armure, pour faire pire, c'est pas compliqué, il n'y a pas, parce que 6+, il n'y a pas. Un moral, on sent que c'est pas des gars super motivés, ils ont 8. Et puis surtout un ordre, les pièges des trappeurs, les pièges cachés. Bon, un ennemi souffre une touche pour chacun de ses rangs restreints. Et surtout, là c'est intéressant, quand on déclenche l'ordre, si l'ennemi charge, il fera une charge désordonnée sur un ou deux ce tour. Ça défiabiliser la charge adverse en termes de cartes tactiques qu'on pourrait jouer sur... parce que charge désordonnée empêche de jouer des cartes tactiques, c'est surtout ça. Le hidden trap se déclenche lorsque l'ennemi performe une action, donc Ouais. on attend de voir. C'est correct. C'est une unité qui est difficile à jouer. Parce qu'elle est fragile et pour autant, comme elle déclenche à courte portée, faut se rapprocher, quoi. Tu veux dire, elle déclenche son action de tir, oui. Les tirs à courte portée. Et du coup, faut se rapprocher. Et ça, pour 4 points, c'est cher. Elle n'est pas insignifiante. C'est pas une unité facile à jouer. Non. Elle fait partie du pendant qu'ils avaient annoncé. Elle fait partie de tes unités. Tu prends des risques et ça peut te coûter, en fait. Ouais. Disons que le risque, c'est pas prendre de risques, c'est pour moi c'est une unité qui ne sert que pour l'ordre Hidden Trap. Le reste est un peu compliqué. Ça fait cher les 4 points, enfin le Hidden Trap. Ouais. Le problème, c'est que tu as des arcs, tu as envie des fois d'en profiter un peu quand même. Ouais, mais le short range, c'est compliqué. Ah oui, je suis d'accord. Par rapport à leur solidité, le short range, c'est compliqué. Et on pourrait se dire, ça peut être un chausson pour des attachements, mais en fait, les raiders sont des meilleurs chaussons pour des attachements. On continue avec de l'élite, les Cave Dwellers Sauvage. De l'élite. Ouais. Non, c'est pas l'élite. Ça reste à 5 tu points. prends de la grotte, quoi. Hein, une forte mobilité, puisqu'ils ont 6. Très, très vulnérable avec une sauvegarde à 6 aussi. Par contre, très fort moral. Eux, ils sont motivés. Et ils ont pour l'attaque, c'est sur du 4+, et c'est du 6, 7, 8. Oui, ça fait plus de dégâts si c'est blessé. Ils ont la règle Thundering pour leur attaque au corps à corps. Et ils vont gagner +1 pour toucher pour chaque rang détruit. Donc ils vont passer à 3+, 2+, parce qu'ils ne sont plus qu'à un seul rang. Par contre... Il est à 2+ à un seul rang Thundering. Ouais. Il faut encaisser, quoi. Ouais, mais il vaut mieux pour eux qu'ils aient 2+, parce qu'ils ont une règle après spéciale qui fait que après avoir complété l'attaque, pour chaque 1 qu'ils ont fait, ils vont subir un wound. Donc on va lancer 8 dés, mais on n'a pas intérêt à faire nos 4-1 sur la dernière attaque. Ouais, non, mais c'est surtout qu'en face, quand le mec il lance ses 8 dés à 2+, Thundering, franchement, tu fais pas de malin, quoi. Donc unité intéressante parce que si on subit des pertes, on est un petit peu content. On peut subir une première charge. Et puis le Thundering finalement est assez compliqué à avoir chez les Free Folk, puisque c'est la seule unité qui permet de l'avoir en dehors de ceux qui font des wounds automatiques. Et surtout leur mobilité est impressionnante. On continue avec les Ten Warriors, aussi à 5 points. Donc là, leur vitesse est normale, à 5. Elle fait rêver plus d'un baratheon quand même. Résistance moyenne, 4+, et un moral plus que correct à 6. Ouais. Attaque 4+, 7, 5, 4. Et ils ont l'ordre spécial Taunt, qui force l'adversaire qui a short range, lorsqu'il active, de lui faire une charge s'il arrête son test de morale, en sachant qu'il a -1 ce test
pour chaque rang restant à cette unité. Et s'il rate, donc il va faire donc une charge sur cette unité. Donc on peut activer une unité en se disant je vais forfaiter mon action parce que j'ai rien à faire, etc. Ou je vais faire autre chose, ou je vais charger notre unité. Et ben non, si on rate notre test, on sera obligé de charger les TEN. Ouais, c'est aussi une capacité qui permet de déloger une unité ennemie d'un objectif. Tu le fais quitter son objectif, il est obligé de te charger. Complètement. Le fait qu'il y ait des moins 1 au test de morale par rang de l'unité est très très important parce que des unités, même des unités qui ont 4 de morale, vont passer à un test à réussir à 7. Une chance sur 2 quasiment. Très très forte influence. Et en plus, ils sont d'autant plus résistants, eux, puisque avec leur morale déjà de 6+, en plus ils ont la règle Unyielding qui permet de souffrir un wound de moins en cas d'échec. Un wound de moins par rang détruit. On va attaquer par les Followers of Bone. Encore une unité à 5 points, vitesse de 5, armure de 5+, et morale à 7. Et bon, les attaques 4+, 7, 5, 4. Et leur attaque, eux, de corps à corps sera vicieux. Mais le plus important, c'est que cette unité a la règle spéciale Horrific Visage. Ouais. Avec le moins 1 par rang restant. Et on a la version Deluxe de cette unité, qui ne peut être mis que si notre armée inclut Rattleshirt. Et à ce moment-là, il doit être inclus à cette unité. Et cette unité n'est rien d'autre que les Bone Lords Chosen. Alors ça, c'est une unité à 7 points. Ouais. Ah oui. On voit bien ce qu'ont pris le parti des concepteurs de jeu. À 5 points, tu touches à 4, à 7, tu touches à 3. Et donc, oui, cette fois, on touche à 3 avec les quasiment les mêmes dés, 7, 6, 4. Meilleure morale. Ouais. Et on a en plus la règle Pride on Fear qui fait qu'on va restaurer 2 wounds chaque fois qu'une unité engagée ratera son test de panique. Donc voilà, est-ce qu'on prend 2 points de plus pour prendre une unité un peu plus performante que les Followers of Bones? Alors, la question est un peu plus compliquée, c'est est-ce qu'on joue Rattleskirt pour pouvoir rentrer les Bone Lords Chosen, puisqu'en fait... Et inversement, ouais, c'est quand on choisit Rattleshirt comme général, est-ce qu'on le met dans son chausson pour 2 points sachant qu'il combatte vachement bien avec son unité. Hein. Il a la présence intimidante, c'est quand même pas mal. Ce qu'il y a, c'est qu'on tombe dans autre chose qu'on a l'habitude de voir, c'est des unités nombreuses et pas trop résistantes. Alors là, quand on commence à faire un tank avec une cible sur la tête presque, faut la descendre ou l'éviter, mais il faut faire quelque chose. Ouais, mais finalement, 7 points plus un général à 0, c'est le même coût qu'une unité à 5 points avec un attachement à 2. Oui, non, mais c'est pour l'adversaire. Si tu veux, pour l'adversaire, on commence à se poser la question de comment on la traite, cette unité. Parce que d'habitude, ils ont la règle insignifiante, mais il y a des unités, elles sont insignifiantes pour nous sur le jeu. Mais là, tout d'un coup, elle devient prépondérante, en fait. Et une dernière unité d'infanterie avec les piqueuses, donc unité à 5 points. Donc, qui a une capacité de corps à corps et de tir à short range à 4+, 4-4-4. Après, le reste, c'est du standard. 6-6-4, ouais. Et un ordre charging volée, qu'après que cette unité ait fait une attaque à distance, elle peut faire une action de charge sur la même cible. Ouais, ça nous rappelle un peu la carte des Bastard Girls, à part que la charge le tir est à long range. Mais on retrouve quand même beaucoup de similitudes. Sur l'attaque de corps à corps, au moment où elle charge, elle va faire 1 hit de plus pour chaque rang restant de cette unité. Donc si on n'est pas encore blessé ou quoi que ce soit, on va faire 3 hits de plus. Donc potentiellement, on peut faire 9 hits lors de notre charge. Et si vous mettez Tormund dedans, vous verrez, ça fait des trucs sympas. Alors c'est vrai qu'on a, sur toutes les unités d'infanterie, on en a 2 qui coûtent 4 points. Les autres coûtent 5 points, mis à part... les Bone Lords Chosen qui sont à 7. Donc c'est vrai qu'on n'a pas en infanterie, on n'a rien à 6, on n'a rien à 3. Pour une armée qui se veut populeuse en infanterie, au final, c'est pas si évident que ça de faire du populeux avec ces choix d'unités. Mais encore une fois, la question vraiment qu'il faut se poser, c'est quoi une armée standard en 2021 en termes de compo? Avant, on avait plutôt un standard à 4 unités combattantes 3 NCU, 5 unités combattantes de NCU, 5 unités combattantes 3 NCU, c'est un petit peu le standard qu'on avait jusqu'à présent. Si c'est le même standard, alors ça va être plus difficile avec les coûts qu'on a actuellement chez les Free Folk. Mais est-ce que ce standard sera toujours le même? En tout cas, on va quand même pouvoir compléter nos unités d'infanterie avec 2 autres unités, cette fois des créatures monstrueuses. Tout d'abord, le géant sauvage,
qui lui va nous coûter 7 points. Le géant a une unité solo qui bouge à 5 et qui a une seule attaque qui touche sur du 2+. Et cette attaque a la capacité native, donc il y a le petit cœur, on ne pourra jamais lui enlever cette capacité-là, ce qui est quand même pas mal parce que cette attaque, elle peut être bloquée d'aucune manière. Et si elle génère n'importe quelle touche, eh bien, à la place de lancer des dés de défense, le défenseur subit instantanément un dé de 3 blessures, plus une blessure pour chaque blessure que le géant a déjà sur lui. Donc comme il a 6 points de vie, ce géant, eh ben, s'il lui reste plus qu'un point de vie, ça veut dire qu'il a 5 blessures. Vous allez faire un dé de 3 plus 5 blessures chez votre adversaire. C'est quand même fort. Et pour se défendre, il a une sauvegarde à 4+, sauf que pour lui faire perdre un point de vie, eh ben, il faut qu'il y ait deux hits non sauvegardés. Il a un moral à 5+, ce qui est pas mal non plus. Et si jamais il le loupe, il ne perdra au maximum que 2 points de vie sur un test de panique loupé. Donc c'est quand même une unité qui est robuste. Quand il est plein potentiel, il frappe pas très fort. Mais quand il est plein potentiel, il conteste les rangs chez l'adversaire. Et donc il peut squatter des objectifs ou contester l'objectif chez votre adversaire. Donc en fait, il faut voir ce géant de deux façons. Soit il est amoché et ça devient une sacrée force de frappe, soit il n'est pas amoché et à ce moment-là, il devient pénible en termes de conquête d'objectifs. Tu as envie d'en mettre, mais pas tant que ça. Donc ça permet d'avoir ton géant dans ton armée. Et donc la dernière unité que l'on a avec nous pour faire nos armées du peuple libre est une autre créature monstrueuse. C'est le War Mammoth. Le mammouth de guerre. Donc. À 6 points. Ouais, Et à limité. 6 points. Ah oui, c'est la règle des 6, bouge à 6, un moral de 6, 6 attaques à 4+. Hein. Et par contre, bizarrement, il a une armure à 3+, c'est bizarre. Alors, ils sont limités à 2 exemplaires. Leur particularité, donc, ok, ils ont 8 points de vie, très bien, mais surtout, ils ont une action de trample. À la place de faire une marche, ils vont pouvoir faire une action de piétinement. Et ce piétinement consiste à faire d'abord un pivot, puis à se déplacer entièrement de 12 pouces en passant à travers les unités. Si par contre on termine ces 12 pouces dans une unité, on s'arrête à 1 pouce de celle-ci avant. Et toutes les unités qui ne sont pas des solos et sur lesquelles on aurait dû passer dessus mais on s'est arrêté à 1 pouce avant, donc toutes ces unités qu'on a traversées plus celle-là subiront des 3 wounds. Le petit truc fun, c'est que le trample, ton adversaire peut le faire. Oui, en effet, si on rate un test de panique, au lieu de souffrir des dégâts, on va faire une action de piétinement en sachant que la première opération qu'on va faire pour le piétinement, qui est le pivot, c'est l'ennemi qui nous le fait. Donc du coup, c'est lui qui choisit l'orientation, nous on fait nos 12 pouces et on se subit nos propres dégâts. C'est très, très pénalisant, surtout qu'il a un moral que de 6. C'est un moral que de 6 et surtout, comme après le piétinement, on ne repivote pas, on peut se retrouver à être bloqué quasiment pendant 2 tours, puisque ce premier tour, on est à l'envers, et donc il va falloir faire une action ou prendre la case manœuvre pour se retourner et faire ce qu'on voulait faire avant. Donc c'est extrêmement pénalisant. Donc c'est 6 points, c'est pas excessif, mais pour les dégâts du trample et le moral faible, c'est compliqué. D'ailleurs, Jimmy, tu l'as expérimenté dans un rapport de bataille. Ouais. Et pour moi, sa force, elle est pas dans le trample, elle n'est pas dans le piétinement. Sa force, elle est dans ses 8 points de vie, sa sauvegarde d'armure à 3+. Voilà. Parce qu'avec 8 points de vie, alors certes, il ne prend pas les objectifs, mais il peut aller les contester. Hein. Et comme il va vite, il a un mouvement de 6, vous pouvez l'amener assez facilement dans tous les scénarios où il y a 5 objectifs et où il y a 2 objectifs qui sont chez votre adversaire. Vous pouvez l'emmener assez facilement au corps à corps sur une des unités qui tiennent les objectifs chez votre adversaire. Et là, vous avez 8 points de vie qui tiennent à 3+. Ça va être pénible pour l'adversaire de se sortir de là. Et du coup, vous allez lui contester, vous allez avoir plus de rangs que lui, si c'est de l'infanterie ou même de la cavalerie. Et du coup, vous allez avoir plus de rangs que lui, vous allez lui contester son objectif. Et vous êtes susceptible comme ça de l'empêcher de marquer des points pendant un bon petit moment. Son point faible, ça reste son moral qui est de 6. Il peut être sujet à une attaque de la couronne
Et bien voilà, on a fini avec l'ensemble des unités du peuple libre. Nous allons passer aux attachements. Et l'attachement standard, c'est les raid leaders. Donc les raid leaders qui coûtent 1 point et qui disposent de la règle gang up, qui fait que si on est 2 unités ou plus engagées contre un ennemi, nos attaques gagneront +1 pour toucher et un dé d'attaque supplémentaire. Disons que si tu prends du raider et que tu n'as rien à mettre dedans, tu mets déjà ça, c'est gratuit. -1, +1. Donc ça nous pousse à être populeux. On a vu quand même que c'était pas si évident que ça. Est-ce que ça serait un attachement que l'on continuera à avoir? Alors la matriarche des piqueuses, aussi à 1 point. Elle a un ordre, elle. Swift Retreat. Après qu'un ennemi ait réalisé une attaque de mêlée sur cette unité, elle peut effectuer une retraite. Entre les deux, parce que les deux premiers qu'on vient de voir, c'est vrai que je préfère éventuellement ça. Alors certes, c'est un ordre. Alors, le problème, entre les deux, hein, je suis d'accord avec toi, le problème, c'est est-ce que l'unité sera encore là, quoi. Est-ce que tu prends une attaque et c'est pas ta résistance quand tu joues Free Folk? De base, c'est un très bon ordre, mais est-ce que ça combotte avec des armures à 6+, ou quand le mec il t'attaque et que tu as un test de morale que tu en prends +1 par exemple, parce que si tu joues de Raider, on parle de l'unité la plus populeuse, tu as toutes les chances d'avoir allez, minimum 2 morts au test de morale, plus allez, encore 4 ou 5, et du coup ta shift retraite, tu l'as fait avec la moitié de ton unité, quoi. Bah, Par contre, ça peut te permettre de tirer un mauvais patch, je te l'accorde. Ouais, mais moi ça me choque pas contre sur des, ouais, peu importe, même sur des capsulaires qui n'ont pas été activés encore, ils se font charger, ils prennent des pertes, ils sont contents. Toi tu te recules et après tu recharges derrière. Ah oui, Je sais pas. Enfin, mais voilà, ah, bien sûr. mais c'est surtout que je pense que c'est des capacités qui sont intéressantes à pouvoir switcher, à pouvoir déplacer entre les cartes de commandement qui sont coordination tactique et regroupement de forme. C'est des capacités qui sont intéressantes. Que tu intègres une arma avec des unités qui ont des swift retraites partout, ça court déjà partout, et en plus quand tu tapes dessus, ça se sauve. C'est proche de l'anguille plus que du free folk. Encore un attachement à 1 point, le Cave Dweller Alpha, qui ont aussi une habilité qui est un ordre, qui lui permet, lorsque l'on fait une attaque de mêlée, avant de lancer évidemment, de gagner le Vicious et d'utiliser la plus haute valeur d'attaque. Ah bah, t'as 2 bonus, quoi. Hein. Vicious, c'est déjà inné, c'est pas mal. Et la plus haute valeur d'attaque, c'est un 2e bonus, donc c'est pas mal. Là, pour le coup, pour 1 point, il cumule 2 avantages où les autres en proposent 1. Hein. Bon, évidemment, à ne pas mettre dans les Followers of Bones, mais plutôt encore dans les Cave Dweller ou... Ouais, même des raiders. Hein. Après, on va avoir un attachement qui cette fois coûte 2 points, qui est le Skin Changer. Le fonctionnement du Skin Changer est assez particulier, donc on va déjà faire la règle qui est la plus simple, qui permet à l'unité de gagner +2 à son test de morale. C'est vrai que le moral reste une faiblesse quand même de la faction, et ce +2 est assez bienvenu. Et sinon après la règle de Skin Changer est assez particulière, puisqu'en fait au début de chaque round, il va falloir qu'on choisisse soit de prendre un aigle, soit un loup, soit un ours. Et donc, les effets de ces cartes, toutes ces cartes-là sont à 0 évidemment. L'aigle... Donc à chaque fois que cette unité est choisie, eh bien, vous désignez une unité ennemie. À ce moment-là, vous attachez cette carte à l'unité ennemie jusqu'à la fin du round, et vous placez la petite figurine d'aigle à côté de l'unité, comme ça on s'en souviendra. Cet aigle n'est pas considéré comme une figurine, hein, c'est juste un marqueur. Et la capacité que l'aigle apporte, c'est que une fois par tour, quand cette unité effectue une manœuvre ou une action de marche, avant de résoudre cette action, eh bien, l'unité du Skin Changer peut faire un shift de 2 pas. Donc, en fait, l'aigle permet à l'unité du Skin Changer d'anticiper les mouvements de l'unité sur laquelle il a envoyé son aigle. Bon, ça donne un peu plus de mobilité, donc on compare après à la fin les 3 choix. Donc le deuxième étant le loup. Ouais, donc le loup, bah, cette fois tu sélectionnes une unité qui a ta longue range du Skin Changer, tu attaches cette carte, tu poses la figurine du loup, hein, sur l'unité ennemie.
L'instinct du Predator, chaque fois que cette unité veut charger, elle souffrira d'une charge, donc on parle d'unité ennemie, d'une charge désordonnée sur 1 ou 2. Et si l'unité du Skin Charger veut charger cette unité, elle peut, relancer les distances de charge. Donc ça pénalise la charge des autres et ça fiabilise celle du Skin Changer, quoi. Et le dernier, qui est l'ours. Donc l'ours, en fait, il est caché, hein, c'est ça, il est caché dans l'unité du Skin Changer. Derrière toi, quoi. Non, c'est pas... ouais, il est là. L'ours de Varamir Sipo. Donc l'ours, en fait, il a qu'un seul point de vie, mais il rapporte pas de point de victoire quand on le détruit. Encore, en fait, s'il est détruit, le Skin Changer, au début d'un round, il pourra plus le choisir. Contrairement au loup et à l'aigle qu'on a vu précédemment, qui eux ne peuvent jamais être détruits, c'est pas des figurines. Quand l'unité est choisie, donc au début du round, et quand l'unité du Skin Changer s'active, à ce moment-là, vous pouvez déployer l'ours sur le front, de face ou de flanc de l'unité qui est engagée avec le Skin Changer. Donc en fait, à partir du moment où vous allez avoir votre unité de Skin Changer qui est engagée au corps à corps, au début du round, vous pouvez dire je vais sortir l'ours. Et à ce moment-là, quand vous activez l'unité du Skin Changer, vous placez l'ours sur le front ou sur le flanc de l'unité avec laquelle vous êtes engagé. Donc l'ours, vous n'allez quand même pas le sortir tout de suite. Et en plus, une fois qu'il sort, il réalise une attaque immédiatement. Et une fois qu'il a réalisé son attaque, à la fin du round, il s'en va, il quitte la table. Il n'est pas mort, mais il quitte la table. Il pourra revenir au round d'après. Et son attaque, c'est un dé, 3+, pas de sauvegarde d'armure. C'est clair que les premiers rounds, comme on ne sera pas engagé au corps à corps avec notre Skin Changer, on ne prendra pas l'ours, ça c'est sûr, on prendra certainement l'aigle pour gagner un petit peu en mobilité. L'aigle peut être intéressant contre une unité de tir. Avant que l'autre fait son shift, nous aussi on fait un shift, comme ça on reste toujours à plus de 12 pouces par exemple. Ou ça peut être pour anticiper une charge suivante, etc. Le loup, forcément, il est orienté pour que nous on charge. Hein. Tu vas d'abord jouer l'aigle, puis quand tu vas te rapprocher, tu vas jouer le loup, puis tu finiras par jouer l'ours. Ouais, moi ce que je vois surtout, c'est que ça porte plus 2 au moral, et puis après, effectivement, c'est assez fun. Il y a les 3 possibilités de bestioles qui vont arriver comme tu l'indiques. Ces bestioles-là, ça peut être un petit bonus, ça peut être un avantage, et tu vois, c'est comme ça que je le ressens. C'est un avantage supplémentaire. Après, l'ours, faut voir qu'à partir du moment où il est engagé, donc il reste jusqu'à la fin du round, et là, ça vous permet de jouer des cartes dont le trigger, dont les effets sont liés au sureffectif, au surnombre. Celles qui permettent de coller autant de tokens que l'ennemi a, sur une unité ennemie, autant de tokens qu'il y a d'unités free folk à courte portée, là, ça fait déjà 2 tokens sur l'unité engagée avec l'unité du Skin Changer. Un autre attachement, le Champion of Bone. Bon. Donc apporte la présence intimidante, à savoir que tous les ennemis qui sont engagés avec cette unité ont -1 à leur test de morale et plus une blessure à chaque test de panique raté. Tout ça pour 1 point, ouais. Donc une règle très efficace et qui peut être mixée un peu partout, donc en sachant qu'on a des généraux qui vont jouer sur le moral, le paniquer, tout ça, donc il y a des choses à faire. Chosen of Steer, aussi un point. Sa règle à lui, c'est de permettre à l'unité ennemie de ne pas bénéficier de ses bonus de charge, d'attaque de flanc et d'attaque à l'arrière. Et c'est pas un ordre, c'est une habilité qui est valable tout le temps, si ce n'est qu'elle s'enclenche que si on n'est pas déjà engagé par un ennemi. Il faut le mettre un peu partout, ça permet de gagner en durée de vie. Un dernier attachement non nommé qui est le Valrus-Clan Chieftain, et cette fois c'est à 2 points. C'est mon préféré celui-là. Il vaut bien, hein, parce que avec son ordre résilience, à chaque fois qu'un ennemi réalise une attaque, après que les dés étaient lancés, cette unité ne subit qu'un wound pour 2 touches non bloquées. On a presque un géant là. On a la même capacité que le géant, sauf que si tu as une unité avec 12 PV, c'est résistant quand même. Hein.
C'est ton préféré, ça, Jimmy? Ah ouais, moi j'aime bien. Certes, il vaut 2 points, mais faut le mettre tu le mets dans des thènes. Tu as des thènes qui sont super résistants, là, hein, c'est quand même pas mal. Hein. Allez, Ingrid pour 2 points. Alors, Ingrid, qu'est-ce qu'elle a, cette jeune fille? Eh ben, elle a un ordre marque target, début d'un tour ami. Elle cible une unité ennemie en ligne de vue et elle distribue du vulnérable. Donc c'est un Warcry allégé, mais qui ne nécessite pas de test de morale. C'est la capacité qu'on retrouve, je crois, sur la cavalerie des Nightwatch, qui est pas mal, de distribuer du vulnérable à long range. Et puis surtout, elle donne disrupt. Donc les ennemis qui sont engagés avec cette unité, je dis bien les ennemis, ils ont -1 pour toucher. Surtout qu'on sait qu'on va essayer d'engluer et d'agglutiner le maximum d'unités sur l'adversaire. Donc cette capacité est intéressante. Et notre dernier attachement, Jarl, pour 1 point. Ouais, Jarl pour 1 point. Donc le meneur de raid avancé, ben lui, il a la capacité haut de flanc qu'on trouve dans bien des factions et qui permet de maintenir hors de la table pendant le déploiement. Vous gardez en réserve une unité. Cette unité, elle pourra venir à partir du moment où un de vos NCU prendra les chevaux. À ce moment-là, vous remplacez l'effet des chevaux par le déploiement de cette unité que vous avez gardée en réserve. Alors vous la déployez à courte portée de n'importe quel bord de table. Elle est juste déployée, elle n'est pas activée, etc. Hein. Ouais, elle va pouvoir jouer. C'est une capacité que l'on retrouve dans d'autres armées, le haut flanc, donc ça permet d'intimider déjà l'adversaire lors de la phase de déploiement, puisque c'est au moment du déploiement qu'on va décider si on met en réserve, donc on peut attendre jusqu'à la dernière unité pour dire qu'on met en réserve ou pas. Ça fait réfléchir l'adversaire. Et puis si on pense qu'on peut le jouer en réserve, à ce moment-là, on le fait. Il faudra trouver le bon moment et la bonne occasion pour le faire. Alors attention, il faut la case cavalerie, donc l'adversaire peut contrer. Hein. Sauf si on est premier joueur, et à ce moment-là, on peut éventuellement jouer tout de suite. Mais bon, voilà, le déclenchement reste toujours délicat à jouer. Moi, je suis pas fan de ce genre de choses, mais bon. Moi, j'aime bien, mais effectivement, vaut mieux pas être le premier joueur du tour 1. Capacité, elle n'a pas de sens au tour 1. Si c'est pas vous qui avez qu'être premier joueur au tour 2, votre adversaire risque de vous empêcher de la mettre. Donc ça veut dire que ça va vous imposer une stratégie de tour 3 où là, va bien falloir les prendre les chevaux pour faire venir cette unité. Donc ça, c'est pas facile non plus. Allez, on a fini avec les attachements et on va clôturer avec les unités non combattantes. Un personnage qu'on a rencontré au tout début qui est Mance Raider, mais cette fois donc en NCU. Ouais, 4 points. 4 points, c'est le standard aujourd'hui, hein, c'est le ticket d'entrée. Donc c'est une carte qui a, quand il prend une zone, il peut en plus influencer. Et il peut donc attacher cette carte de combat à une unité. Quand elle est influencée, chaque fois que cette unité est ciblée par une zone du tableau politique, avant de résoudre l'effet de la zone, le joueur free fall pioche une carte dans son deck. Ça permet simplement de se faire un petit moteur de pioche. Son général générait déjà un moteur de pioche en attachement. Là, le NCU est aussi moteur de pioche, mais il est plus compliqué à jouer. Bon, l'avantage, c'est que tu peux cibler n'importe quelle unité. Donc, si tu sens que l'adversaire va se soigner, si tu sens que l'adversaire veut faire une manœuvre gratuite, toi, d'un autre côté, tu récupères des cartes. Toi, tu lui jouerais tu influencerais une unité ennemie, d'accord? Parce que moi, j'aurais influencé une unité ennemie. Hein, mais tu peux influencer ce que je dis, tu peux influencer les deux. Ouais, mais l'unité ennemie, tu as moins de chances de réussir ton truc, hein, je pense. Je dis qu'on peut jouer sur les deux tableaux. Du coup, ça prouve quand même que c'est une influence difficile à jouer. 4 points, ce que je te dis, 4 points, là, moi, je le trouve cher. Non, moi, je la trouve pas difficile à jouer. Si tu le mets sur la couronne, tu influences un ennemi, tu pioches une carte. Si tu le mets sur la bourse, tu influences une unité amie, tu pioches une carte. Si tu le mets sur les enveloppes, il n'y a que là où, de toute façon, tu pioches 2 cartes, tu n'en piocheras pas une de plus. Donc, il va falloir que là, tu réfléchisses à où est-ce que qui je vais influencer pour faire un effet un peu plus tard dans la partie. Les épées, tu influences l'unité qui va attaquer, tu pioches une carte. Les chevaux, tu influences l'unité qui va faire la manœuvre, tu pioches une carte. Donc finalement, Oui. à part la lettre, ça t'oblige à cibler une unité particulière.
Bah, ça t'oblige à influencer l'unité qui est la cible de la zone C'est stratégique que ça. Mance Rider C'est prend. ça. Et du Oui, coup, c'est ce que je te dis. Ou tu fais de l'ami ou tu fais de l'ennemi. Mais tu peux faire les deux. même l'enveloppe, hein, dans ce que tu dis, en fait, là où Ah tu vas oui, il mettre y a le ton token. token. Donc en fait, tu piocheras toujours au moins une carte. C'est-à-dire que là, ça, tu le joues en effet direct. C'est-à-dire, tu joues, je veux piocher une carte. Tu le joues C'est pas ça. en anticipation de ce que Ouais. va faire l'ennemi, en disant, toi, si tu veux te soigner, c'est moi qui vais piocher une carte. Ouais. Toi, si tu veux faire une manœuvre, c'est moi qui vais piocher une carte. Tu peux pas faire Justement, c'est encore l'esprit de contrôle, parce que si tu le mets chez l'ennemi, effectivement, tu peux le dissuader de faire certaines actions. Bon, après, c'est juste piocher une carte, mais enfin, qu'importe, c'est quand même une certaine pression, comme on l'a vu, les contre-stratégies, etc. Et puis, c'est aussi moteur de pioche. Donc, il y a les petits moteurs de pioche, petite pression sur l'adversaire. Par rapport au NCU, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de choix en Free Folk, hein. Mais bon, je sais pas s'il sera le plus représenté. On va enchaîner avec Ladyval, 4 points. Du coup, à mon avis, tu verras plus souvent de Ladyval que des Mance Rider. Parce que Ladyval, chaque fois qu'elle clame et qu'elle prend une zone, elle peut remplacer l'effet par une friendly combat unit qui peut performer une manœuvre ou une retraite action. Si elle retraite, l'ennemi qu'elle se dégage devient vulnérable. Donc là, c'est quelque chose de pas mal chez les free folk, hein. Bouger, se dégager et coller du vulnérable. Là, par contre, pour 4 points, je le trouve très bon ça. N'importe quelle zone. Donc quelque part, ça va être difficile à contrer pour l'adversaire. Comme tu l'as joué, Jimmy, pour empêcher que l'adversaire utilise la case couronne, tu joues Ladyval sur la couronne, mais tu n'avais pas envie d'utiliser la couronne et tu faisais la manœuvre, quoi. Eh bien, on va continuer avec Craster. Eh 4 bien, points. c'est parti pour Craster. Craster 4 points, qui est sauvageon et qui a décidé dans cette version 2021 de rester sauvageon et de plus s'affilier à la garde de nuit, qui est quand même une nouveauté, hein. Avant, on pouvait le jouer dans la garde de nuit. Ça, c'est fini. Maintenant, il est sauvageon et rien que sauvageon. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Refuge et des vivres. Eh ben, une fois par partie, au début de n'importe quel tour, vous pouvez récupérer 2 points de vie sur une unité amie. Et à chaque fois qu'il s'empare d'une zone du tableau stratégique, vous pouvez faire comme effet qu'il pioche une carte et soigne 2 points de vie sur une unité combattante amie. Ça sauve 2 points de vie une fois par partie, au début d'un tour. Et sinon, quand il s'empare d'une zone, vous resoignez 2 points de vie et vous piochez une carte. La capacité de, une fois par partie, au début d'un tour, de restaurer 2 wounds, ça fait du bien. Ouais, Moi, je rebondis sur ce que tu dis, Jamie. Aujourd'hui, c'est un allié, qui a choisi son camp, ou est-ce que c'est un allié qu'on retrouvera dans une autre boîte? c'est possible. Une boîte qui erre dans la distribution, un certain Hero Nightwatch 2 qui en fait rêver plus d'un maintenant, hein. Moi, pour la petite histoire, j'ai passé la préco en 2019. Bon, d'accord, c'était en décembre, mais quand même. C'est pourquoi elle sort pas. Oui, des histoires de droit. Dommage parce que je crois que celle-là, elle est attendue, hein. On va rester sur notre Oui, oui, oui. peuple libre et on va continuer avec un avant-dernier NCU qui est Styr, et cette fois pour 5 points. Ouais, alors là, lui, pour 5 points, bah, c'est quelqu'un qui influence, hein. Donc, quand il prend une zone, il influence. Et l'unité qui est influencée, c'est Ami cette fois. Cette unité, elle gagne 2 petits avantages. Plus un des attaques. Et puis surtout Sundering, qui est quand même une capacité qui n'est pas forcément native chez le peuple libre. Ah, si on veut se battre, oui, c'est Ah oui, très non, très non, fort. C'est très très fort. Alors, ok, Pour un exemple, tu influences des TEN, encore une fois, qui n'ont pas Sundering au départ et qui n'est pas une mauvaise unité. Oui. Tu commences à en faire des unités sympas, quoi. Pour 5 points, influencer, c'est une unité qui a plus un dé, donc je crois qu'elle passe à 7 dés, touche à 4+, et Sundering, quoi. Imaginons que tu veux faire une armée un peu free folk, un peu moins populeuse et plus tanky, bah du coup ça peut être pas mal parce que c'est jouable aussi, hein. On parlait des géants tout à l'heure. Rien ne t'empêche de mettre 2 géants, des TEN et puis je ne sais quoi d'autre qui pourrait un petit peu renforcer le côté costaud de l'armée, parce que c'est pas interdit, et du coup lui viendrait améliorer ça. Et donc, pour clôturer ces unités non combattantes, nous avons Ygritte pour 4 points. Ygritte qui est baisé par le feu. C'est marqué sur la carte. Embrasser. Elle permet d'influencer une unité lorsqu'elle s'empare d'une zone du plateau stratégique. Et quand l'unité amie est influencée, à ce moment-là, elle a +1 en mouvement et elle ignore les terrains qui sont Hindering et Roof. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ça fait une unité passe-partout et plus rapide.
Si jamais vous décidez d'influencer une unité ennemie, à ce moment-là, l'unité va subir -1 à sa valeur de mouvement. Et en plus, elle fera des charges désordonnées sur un résultat de décharge de 1 ou 2. Le double effet est toujours intéressant. Comme ça, conjoncturellement, tu veux booster chez toi ou retarder l'autre, et ben, tu peux le faire. Ouais, il y a toujours quelque chose à faire. Hein. Oui, c'est une carte intéressante qui va nous permettre vraiment de gagner en vitesse. Alors combiné avec d'autres généraux qu'on attache à nos unités comme Armar, qui donnent déjà plusieurs en mouvement à notre vitesse, on peut aller très 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 vite. L'inconvénient d'Ygritte, c'est que va falloir avoir le bon timing pour la jouer. Notamment si on veut jouer sur l'ennemi, faudra bien calculer notre séquençage d'activation. Ok, donc on se retrouve avec 5 unités non combattantes, dont la majorité sont des influences. On reste assez varié dans nos choix d'unités non combattantes. On n'aura pas deux NCU pour le combat, on n'en a qu'un seul, Styr. On a 2 NCU pour la pioche, et il y a un peu le rip avec Craster et Mance. Et on a du mouvement avec Ygritte et Ladyval. Donc faites votre choix. Ou combiner. Plein de réflexions à faire, plein de tests à faire. Enfin bon. Donc pour conclure sur cette faction. Moi je pense que c'est une faction qui sera moins populeuse qu'elle n'a été précédemment, tout simplement parce que l'unité la moins chère est à 4 points. Pour autant, elle aura probablement toujours 1 voire 2 activations de plus que votre adversaire s'il a une faction et une liste classique, j'ai envie de dire. Je trouve que le deck tactique est beaucoup plus jouable aujourd'hui qu'il ne l'a été dans le passé. Et puis, je me pose la question, mais on verra avec le temps, si finalement une liste plutôt populeuse avec un seul NCU, ce qui fait que vous mettez 36 points sur la table et 4 points en NCU, si ça c'est viable. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas le recul et l'expérience pour le dire parce que la 2021, elle est trop récente. Mais finalement, les cartes tactiques, elles peuvent se jouer presque sans NCU. Un seul suffit. Peut-être que c'est jouable. Et ça vous fera plus de masse sur la table. À voir. Oui, c'est à voir. Moi, je trouve que c'est une armée intéressante parce qu'il y a vraiment des facettes un peu partout, même si on est fragile. Des attachements bien variés, même s'il y en a 2-3 qui pour moi ne seront jamais joués. Il va falloir qu'on transforme, va falloir qu'on s'adapte sur notre façon de construire notre liste Free Folk, puisqu'en fait c'est vraiment un jeu de switch, de capacité, de rotation là-dedans et de combinaison entre les attachements et les unités. Qui me semble plus compliqué à percer, à trouver vraiment l'efficacité au maximum là-dessus. Donc c'est une faction qu'il faut plus travailler, à mon sens, par rapport à la précédente qu'on avait connue. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi, en la regardant comme ça avec vous, en la découvrant avec vous, parce que moi je suis pas joueur Free Folk, donc ça m'a permis de la survoler, de la découvrir. Je m'aperçois que tout ce que j'ai pu rencontrer n'a plus lieu d'être, en fait, c'est différent. Donc je pense que je serai joueur Free Folk, j'aurai envie de découvrir ça, j'aurai envie d'essayer des nouvelles choses, j'aurai envie de mettre en place des nouvelles stratégies. Je suis un peu d'accord avec Jamie, le deck me semble plus abordable qu'il l'était avant, le deck de base. Et ce que je trouve vraiment bien, tu vois, par contre, c'est les généraux qui sont vraiment, je trouve, typés. Et ça, c'est pas mal, puisque c'était peut-être pas aussi évident avec les anciens systèmes, les anciennes cartes en fait. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça donne une identité propre vraiment à chaque faction. Et du coup, pour les joueurs qui vont affronter ces armées, on va se retrouver avec les mêmes figurines, mais des comportements différents. Et ça va pas être mal. Tu vois, j'ai un petit faible pour Arma, moi j'aime bien la mobilité. J'avoue que si j'étais joueur Free Folk, je creuserais dans ce truc-là, j'aime beaucoup. Bon, mais merci à vous deux de nous être prêtés au jeu de la revision du BAT sur le peuple libre. N'hésitez pas
vous à faire des commentaires. On y répondra avec plaisir. Et puis on continue dans notre prochain épisode pour une autre faction. Je sais plus laquelle c'est, mais on sera une autre faction. C'est la prochaine. C'est la prochaine. Bon, mais merci à tous et on vous dit à la prochaine. Bye bye. Ciao. Ciao, ciao. Je vous informe que vous faites l'objet d'un enregistrement. Et tout ce que vous pourrez retenir sera dit contre vous. Et voilà. Dis donc, c'est parce que c'est toi le patron du bar, tu prends les cartes où il n'y a quasiment rien d'écrit? Parce que le short range reste short. C'est clair. Ouais, putain, Ouais, je c'est prends vrai, la ouais. cacher, là, je commence à avoir mal de tête avec vos trucs là. Là, bon, pour le skin changer, bon, mais écoute, avant on entendait le loup, le renard et la belette, maintenant c'est le loup, l'aigle et l'ours, quoi. Bon, La différence, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes en plus fatigué.